What's up tout le monde? Bienvenue au troisième épisode du Success Campus MTL podcast. Je suis vraiment content de vous retrouver. Désolé du délai, je sais que j'étais supposé faire ça à toutes les semaines ou 2 semaines. Là, je pense que ça fait plus comme 3 semaines. J'ai été vraiment busy avec la job, le travail, puis j'ai pas eu le temps de m'asseoir puis comme vraiment prendre le temps de faire un bon podcast. J'ai même pris des notes cette fois, donc je me suis amené une feuille avec des petites notes. Aujourd'hui, on va parler de lancement d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Vinny Success. Je suis propriétaire de la marque Success Clothing puis de la compagnie Teaser.ca. Ceux qui sont nouveaux au channel, vous pouvez vous inscrire, vous abonner au channel YouTube. On est également sur Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Vous avez juste à nous suivre Success Campus MTL. Puis, si vous voulez supporter le podcast, j'ai un site web qui s'appelle wegotsuccess.com où est-ce que je vends des vêtements comme ce que je porte aujourd'hui. Puis, maintenant, j'ai décidé de faire un code promotionnel permanent qui va toujours être disponible sur le site. Le code, c'est CAMPUS, C-A-M-P-U-S. Campus va toujours vous donner 10% off sur votre commande. Donc, j'ai mis ce code-là pour ceux qui veulent supporter le podcast. Je fais ça vraiment... ce podcast-là, c'est juste pour donner de l'information, de la bonne information qui vaut cher. Je le fais gratuitement parce que je pense que la nouvelle génération d'entrepreneurs a besoin d'outils. Moi, j'aurais aimé ça avoir ces outils-là quand j'ai parti ma première business. Donc, voilà. Donc, pour entrer dans le sujet, aujourd'hui, on va parler de lancement d'entreprise. Lancement d'entreprise, c'est ceux qui veulent se lancer en business, partir en affaires. Si vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop par où commencer, ou même... tu sais, ça a l'air gros, là, un petit peu, se lancer en business, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Moi, je me suis lancé en affaires... En fait, je ne me suis pas vraiment lancé en affaires. Moi, j'ai parti un brand. J'avais à peu près 20 ans, donc ça fait presque 15 ans maintenant. Puis, dans mon optique de créer un brand qui me représente, puis au fil des années, mon hobby est devenu une business, puis j'ai appris beaucoup à gérer une entreprise, gérer sa croissance. Puis c'est ça aujourd'hui que je viens partager avec vous. Ça m'a pris presque 15 ans ramasser toutes ces informations-là, puis ce knowledge-là. Puis je trouve que c'est important de le transmettre. C'est pas des choses dans lesquelles on peut apprendre à l'école. Même si on l'apprend en théorie, tant qu'on le fait pas, c'est pas applicable dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, moi, je viens un peu vous dévoiler mon blueprint à moi, qui n'est pas nécessairement la recette universelle pour se lancer en business, mais dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Puis si vous prenez tout ce que je dis aujourd'hui, puis vous prenez le temps de l'écrire, bien, ça va vous donner un plan d'affaires, un business plan qui pourrait être utile pour vous pour aller chercher de l'argent ou juste de structurer vos idées un petit peu. Donc, vous pensez que vous avez la fibre entrepreneuriale, que vous avez vraiment une idée qui pourrait changer le monde ou une idée d'entreprise qui pourrait vraiment changer votre vie. C'est ça le plus important dans l'entrepreneurship. On le fait d'abord pour changer non seulement la vie des gens, mais principalement notre vie à nous. Bien, selon moi, il y a juste, je dirais, 6 grandes étapes dans un lancement d'entreprise qui est super important. Aujourd'hui, on va les couvrir quand même assez rapidement. On va faire un survol parce qu'il y a beaucoup de stock. Là, je ne sais pas si vous voyez ma feuille, là. Il y a à peu près 50 points à couvrir, donc je ne vais pas aller en détail dans chaque. On va faire un survol, puis on va faire plusieurs petits épisodes pour rentrer vraiment plus en profondeur dans le sujet. Puis comme ça, on va pouvoir, aujourd'hui, juste donner une idée globale pour ceux qui veulent un petit peu écrire son plan d'affaires, juste pour commencer. Les 6 grandes étapes, selon moi, puis ça se résumerait en ça. Fait que si vous voulez les écrire, vous pouvez sortir un crayon papier maintenant. La première étape, je l'appelle l'étape de l'idéation. Ensuite, la deuxième étape, je l'appelle la propriété intellectuelle, ou dans le jargon, on appelle ça du IP. IP pour Intellectual Property. Troisième étape, ce serait d'aller chercher de l'argent. Donc, on parle ici de financement. Quatrième étape, on parle de production. Donc,
sortir les choses, les produits qu'on veut vendre ou les services. Rendu là, on va en parler. 5e étape, c'est la mise en marché qu'on appelle le marketing. Le marketing, c'est de le put it on the market, mise en marché. Puis l'étape finale, c'est de faire des ventes, sales. La partie des ventes, c'est la partie que les gens ils botchent le plus, puis c'est probablement la partie la plus importante parce qu'une business, pas de vente, ne génère pas de profit, pas de business. So, si vous avez bien noté, on parle d'idéation, de intellectual property, financement, production, marketing et vente. Première étape, l'idéation. Okay? L'idéation, c'est la base de toute bonne entreprise. C'est ce qui se passe dans votre tête lorsque vous êtes en train d'imaginer c'est quoi votre business. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? C'est quoi votre idée? Parce que tout le monde a une espèce d'idée de business dans sa tête. Puis je trouve que cette partie-là, c'est la partie qu'il faut raffiner le plus. Okay? Donc, il y a 2 grandes catégories de business. Puis c'est là qu'il faut décider, dans cette étape-là de l'idéation, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a d'un côté les entreprises de services, puis de l'autre côté les entreprises de produits. C'est quoi la différence? Une entreprise de service va vendre principalement du temps. Okay? Va vendre du temps et du savoir, du knowledge. C'est une entreprise qui est basée principalement sur vous échanger votre temps, votre savoir contre de l'argent. Donc, les gens vont vous payer pour soit vous parler ou utiliser vos services. Si on pense, par exemple, des entreprises de services, ça peut être aussi simple qu'une compagnie de ménage, une compagnie qui vient chez vous, qui fait votre ménage. Puis, ça peut également être une firme d'avocats qui vous vend du temps, qui vous vend du savoir. Donc, vous payez ces gens-là pour leur temps, pour leur aptitude, puis ça vous dégage de votre propre temps. Si vous retournez dans le dernier épisode, je parle beaucoup de la valeur du temps versus l'argent, because time is money at the end of the day. Les services de produits, c'est de mettre en marché quelque chose qui se vend, que le monde peut acheter. Souvent, c'est des objets. Des produits, comme dans mon cas, des vêtements. Le vêtement, c'est une business de produits. Donc, vous pouvez vendre, vous avez une idée d'une invention ou vous voulez vendre, je ne sais pas moi, un objet quelconque que vous pensez qu'il va vraiment révolutionner le monde, bien, vous êtes dans la catégorie des produits. Une fois qu'on a décidé si on se lance en service ou en produit, ça s'en va dans 2 pistes différentes. Il y a un tronc commun à partir de la business, mais ça s'en va quand même dans 2 pistes quand même séparées. Dans les 2 cas, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Est-ce que vous êtes en train de répondre à un besoin? Est-ce que vous êtes en train de résoudre un problème? Puis si ce n'est pas ni un ni l'autre, vous allez devoir créer la demande. Donc, la meilleure façon de se lancer en affaires et d'être presque sûr que ça va bien marcher, c'est de répondre à un besoin ou de résoudre un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, selon vous, dans la société. Souvent, les bonnes entreprises, ils arrivent face à un problème de la vie quotidienne, puis ils sont comme ça devrait être comme ça. Comment ça se fait que ça ne se fait pas de telle façon? Moi, je vais le faire de cette façon. Par exemple, moi, il y a presque 10 ans, je payais du parcomètre pour me stationner en ville. Donc, quand je parquais mon auto, il fallait que je mette du parcours, il fallait tout le temps que j'aille à la machine. Là, je rentrais, mettons, au centre d'achat, je faisais mes achats, puis pendant ce temps-là, mon parking il est en train d'expirer, puis je pogne un ticket. Puis je m'étais dit, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de pouvoir payer à distance puis renouveler notre parking, dans le fond. J'ai appelé un de mes amis, puis j'ai dit, yo, il y a un problème qu'il faut qu'on résolve. Je pense qu'on devrait trouver une façon de payer notre parking à distance puis pas pogner de ticket. Puis là, on était comme, OK, on va approcher la ville puis tout.
Puis finalement, on n'a pas réussi à trouver de gens pour nous épauler dans tout ça. On n'a pas approfondi assez pour créer une application. Quelqu'un est allé à la ville, finalement, a proposé l'application de payer son parking sur son téléphone. En plus, il charge 25 cents par opération. Donc, la ville est gagnante, puis cet entrepreneur-là est gagnant. Il a vraiment répondu à un besoin où il a résolu une problématique que, selon lui, puis selon beaucoup de monde, en fait, maintenant, tout le monde paye avec son application, puis on rentre, puis quand que ça bip, ça dit hey, « votre parking expire dans 15 minutes », on rajoute de l'argent, comme ça, on ne pogne jamais de ticket. Ça, c'est vraiment résoudre un problème. Comme Amazon, qui a décidé que lui, il allait faire du prime shipping 24 heures, 48 heures, donc il va offrir une résolution de problème qui est que les gens ne veulent plus se déplacer en magasin. C'est trop long magasiner, surtout si tu veux juste acheter du savon à vaisselle. Dans un cas comme la mienne, où est-ce que j'ai parti un brand, je ne résous pas vraiment de problème. Donc, il a fallu que je crée la demande. Donc là, on part d'un petit peu plus loin. Quand tu résous un problème, tu as besoin de pédaler moins fort pour vendre ta salade parce que les gens en ont déjà besoin. Quand les gens n'ont pas besoin, il faut que tu travailles plus fort pour créer cette demande. Donc, moi, dans mon cas, j'ai parti un brand à l'âge de 20 ans qui s'appelait Success. Ceux qui le connaissent, c'est un brand qui a quand même perduré au travers du temps. Puis, comment j'ai réussi à faire ça? C'est parce que j'ai créé une demande, j'ai créé une loyauté envers mes clients. Mais des brands, il y en a plein. Il y a plein de brands qui s'est créé dans ce temps-là. Il y a plein de brands qui s'est créé maintenant. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Donc, c'est de créer vraiment, de pousser les gens à dire « OK, tu rentres dans le magasin, il y a beaucoup de brands. Pourquoi est-ce que tu devrais acheter Success et non pas le brand compétiteur à côté? » Et puis, ça, c'est à travers beaucoup d'efforts de marketing puis de mise en marché que j'ai réussi à faire ça. Donc, soyez conscient que si vous êtes en train de résoudre un problème, vous allez mettre un petit peu moins d'efforts. Puis si vous n'êtes pas en train de résoudre un problème, bien, il va falloir pédaler un petit peu plus fort. Aussi, l'importante étape d'idéation, c'est de faire une bonne étude de marché. C'est quoi une étude de marché? C'est savoir à qui vous allez offrir votre service ou votre produit. Dans mon exemple de brand, moi, en partant, je savais que je visais un type de clientèle très particulier, quand même assez niche. Puis, il faut trouver c'est quoi notre marché à nous. Par exemple, moi, dans mon marché, en plus, mon marché a évolué avec le temps. Donc, moi, quand j'ai parti mon brand, je voulais faire un brand très hip-hop pour les jeunes de 15 ans à 25 ans. Donc, j'ai beaucoup axé mon marketing pour ces gens-là. Puis, il faut savoir à qui qu'on parle pour leur parler de la bonne façon. Tu ne peux pas parler à des jeunes de 15 ans de la même façon que tu parles à des parents de 45 ans. Donc, savoir bien cibler et cerner notre marché va nous aider plus tard à créer un marketing qui est adapté. Donc, c'est ça. Moi, dans mon cas, au début, c'était des jeunes de 15 à 25 ans qui voulaient s'identifier, disons, à la culture hip-hop urbaine, puis avoir un effet différenciateur de style. Puis, avec le temps, mon marché a évolué. Ces jeunes-là sont devenus un petit peu plus vieux, puis ça a shifté plus de 20 à 30 ans. Et puis là, mon message s'est adapté aussi. Ces jeunes-là, maintenant, ils ont des aspirations différentes. Puis, ils veulent devenir des business owners, ils veulent se lancer en affaires. Donc, le brand s'est adapté, puis a offert un message qui est plus drivé par la motivation, puis l'entrepreneurship. Et puis, au fil du temps, bien, on s'adapte. Puis après ça, j'ai fait des sous-catégories. On est très fort dans le tuning automobile, la scène de voitures modifiées au Québec. Puis après ça, on est allé chercher des athlètes. Puis maintenant, on sponsor des entrepreneurs. Donc, il faut bien cerner son marché. Ensuite, une fois qu'on a compris c'est quoi notre market, c'est quoi votre effet différenciateur? Okay? En anglais, ils appellent ça le MOT. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Dans mon cas, qu'est-ce qui va différencier mon brand des autres brands? Je trouve que
il y a pas beaucoup de monde qui prennent le temps de comprendre c'est quoi votre avantage compétitif aux autres. Pour faire ça, là, dans votre étude de marché, il faut que vous allez regarder c'est quoi vos compétiteurs. Moi, j'ai regardé c'était quoi les brands, c'est quoi les brands qui étaient out there, puis comment je me compare à eux. Puis surtout, c'est quoi le price point que je veux viser. Dans les différents markets, il y a différentes braquettes de prix, comme dans n'importe quoi. Des avocats, des services de ménage, des vêtements, il y a toujours du pas cher, il y a du milieu de gamme, puis il y a du haut de gamme. Moi, dans mon cas, les vêtements, c'est quoi les trois price points? C'est soit vraiment cheap, donc on parle, mettons, si on parle de hoodie, on peut avoir des hoodies à 25$. Des hoodies à 25$, c'est quoi ce market-là? Souvent, c'est du market qui se retrouve des chandails chez Costco ou chez Walmart. On appelle ça le bas de gamme. Ensuite, il y a le milieu de gamme. Milieu de gamme, c'est des hoodies qui commencent à 45-50$ puis qui peuvent monter jusqu'à environ 100$. Moi, c'est le market qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que le marché que je vise a beaucoup de jeunes dedans. Puis moi, je voulais que les jeunes puissent s'acheter eux-mêmes leurs vêtements. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas 180$ à mettre sur un vêtement. Donc, je veux vraiment target cette clientèle-là. Donc, je me suis situé dans le milieu de gamme. Puis, dans ce milieu de gamme-là, c'est où qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe au début de la braquette ou à la fin de la braquette? Le début de la braquette étant dans les 45$, puis la fin de la braquette étant dans les 100$. Moi, j'ai décidé d'être dans le début de la braquette. Peut-être pas au début complètement à 45$, mais j'ai décidé de pricer mes hoodies à 60$. Quand j'ai lancé ma business au départ, en 2008, tout de suite, mon premier hoodie est 60$. C'était ça mon target. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, mon hoodie est encore 60$ parce que c'était ça que je voulais faire. C'était le target, puis la preuve que ça a marché. Les gens l'achètent encore. Et puis après ça, il y a l'autre braquette plus haut, les hoodies 100$ et plus, jusqu'à 400-500$. Bien là, on tombe dans le haut de gamme, qui a un autre marché complètement différent. Il y a des gens qui sont prêts à payer 100, 150, 300$ leur hoodie. Ils ont plus d'argent. Fine, c'est pas le market que moi je voulais viser, mais c'est un marché quand même. Donc, peu importe ce que vous faites, ce que vous vendez, soit des services ou des produits, il faut évaluer il est où votre price point idéal, puis il faut le mettre en fonction de à qui vous vous adressez. Donc, on parle tantôt de clientèle cible. Ça résume un petit peu la partie de l'idéation, de mettre un petit peu de l'ordre dans ses idées, puis de savoir vers où on s'enligne. Une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on va faire, moi, je trouve que la partie qui vient naturellement ensuite, mais qui est souvent overlooked, c'est la propriété intellectuelle. C'est quoi la propriété intellectuelle? C'est ce qui va protéger votre brand. Tout ce que vous allez construire, c'est un brand. Que ce soit un brand de vêtements, que ce soit un brand d'une compagnie de ménage ou même une firme de consultation ou de comptable ou d'avocat, le nom que vous allez mettre va attirer des gens à travers son branding. C'est très important de protéger son branding pour pas que vous construisez un château de cartes puis que finalement il s'effondre après 3-4 ans d'effort parce que, vous n'avez pas protégé votre branding puis que quelqu'un d'autre l'a pris et puis l'a protégé, ou 2, vous êtes en infringement d'une propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes un petit peu dans la zone illégale parce que vous utilisez ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai parti Success, dans le premier podcast, parce que j'explique comment j'ai eu mon trademark, j'ai passé beaucoup de temps, presque 2 ans et demi, à avoir le nom Success trademarké Canada-wide avant de vraiment me lancer là-dedans. Je ne voulais pas faire quelque chose puis que down the line, quelqu'un qui a déjà ce trademark-là dise « Yo, Vinny, tu es en train d'utiliser mon brand, soit t'arrêtes, soit on te poursuit. » Tu comprends? So, dans le premier épisode, où est-ce que j'explique comment ça fonctionne, j'ai tellement bien fait de le faire parce qu'il y avait effectivement déjà un trademark déposé. Puis la madame qui l'avait, elle a accepté de me le donner parce que c'est sa Success, c'était pour une émission de télé qui s'appelait Dress for Success des années 80. Puis vu que le trademark est bon 25 ans,
il l'utilisait plus. Puis elle a dit, j'ai écrit une lettre, puis tout, puis elle me l'a donné. Puis c'est là que je me suis vraiment lancé à 100% dans mon entreprise, parce que ça sert à rien de se pitcher si on n'est pas certain que le nom ou le brand nous appartient. Donc, dans la propriété intellectuelle du Canada, comment ça fonctionne? C'est que vous allez sur le site de l'OPIC, OPIC, donc l'Office de la protection intellectuelle, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, puis vous allez déposer une demande pour savoir si le champ est libre. Avant ça, il y a un database, il va falloir que vous faites beaucoup de recherches. Vous pouvez payer un avocat pour faire ça, ou vous pouvez le faire vous-même, puis voir s'il y a déjà des noms ou des trademarks qui ressemblent aux vôtres. Pour faire un résumé assez sommaire, parce que je ne suis pas un avocat en IP non plus, mais il y a 4 grandes catégories de propriété intellectuelle. Puis c'est à savoir, vous, dans laquelle vous devriez appliquer. Je vais vous les nommer, puis je vais vous les mettre dans l'ordre du moins fort au plus fort. Donc, premièrement, vous êtes capable d'avoir un droit d'auteur. Droit d'auteur étant le numéro 1 et probablement le moins fort. Deuxièmement, vous êtes capable d'avoir un copyright. Troisièmement, vous êtes capable d'avoir un trademark, a.k.a. une marque de commerce. Puis, quatrièmement, vous êtes capable d'avoir un patent. Donc, pour différencier un petit peu c'est quoi, j'ai passé quand même beaucoup de temps à lire là-dessus pour savoir, moi, qu'est-ce que j'avais besoin. Je vais vous faire un bref résumé des différentes catégories. Un droit d'auteur. C'est quoi un droit d'auteur? Ça le dit. C'est ton droit en tant qu'auteur, en tant que créateur probablement d'une œuvre artistique. Donc, si tu crées, par exemple, une chanson, toi, en tant qu'auteur, tu as des droits là-dessus. C'est toi qui as créé cette peu importe c'est quoi, cette création-là, c'est toi l'auteur. Et puis, tu as des droits là-dessus. Le monde ne peut pas juste te le voler. C'est quand même assez simple de faire un déposé pour un droit d'auteur. Il faut juste déposer l'œuvre avec la date à laquelle vous l'avez créée. La protection d'un droit d'auteur est là, mais ce n'est pas vraiment très, très fort. Deuxièmement, il y a un copyright. Copyright est un petit peu plus fort. Copyright, c'est quoi? C'est un right to copy. Donc, vous avez le droit de copier cette œuvre ou cette création, cet objet-là. Un copyright, c'est souvent utilisé dans la duplication ou la multiplication des produits. Donc, c'est vraiment un droit que vous avez pour faire de la copie puis de la multiplication de quelque chose. Ensuite, celui qui me concerne, c'est le trademark. Le trademark est une marque de commerce. C'est parmi ceux on commence à monter dans l'échelle. C'est plus difficile à avoir, mais une fois qu'on l'a, c'est très difficile c'est facile de prouver que c'est notre trademark. C'est quoi notre trademark? C'est une marque de commerce. C'est ce qui va nous différencier dans le marché. Moi, Success, j'ai déposé ce trademark-là. Donc, c'est le logo que vous voyez ici. C'est mon écriture. C'est ce qui va identifier ma marque dans le marché. Quand que vous arrivez dans un magasin et puis que vous savez que c'est un de mes produits, parce que ce logo-là est apposé quelque part sur le vêtement, c'est ce qui va vraiment l'identifier comme étant un vêtement authentique. Des trademarks comme les plus connus, là, ça peut être le swoosh de Nike. Puis c'est là que la valeur de Nike est. La valeur de Nike n'est pas tant dans ses souliers puis ses vêtements. La valeur de Nike est dans son swoosh puis ses marques de commerce comme le mot « Just Do It ». Tu peux mettre une marque de commerce sur un logo, tu peux mettre une marque de commerce sur un nom, tu peux même mettre une marque de commerce sur une phrase. Puis c'est ce qui est le plus fort. Juste pour vous expliquer la différence, si j'avais un copyright, la seule chose que je serais protégé, c'est si les gens copiaient ce logo-là directement à Aziz. Donc, je verrais un chandail dans un autre magasin, que c'est pas moi qui l'ai fait avec ce logo-là, ça serait un infringement à mon copyright.
D'ailleurs, petit fait cocasse, il y avait du bootleg Success au métro McGill, dans un kiosque il y a peut-être 10 ans. Puis j'ai été voir, puis j'ai fait semblant d'en acheter un. Puis il y avait une couleur que j'avais jamais faite. Moi, je faisais jamais de bleu royal, puis il y avait des chandails bleu royal. Puis j'ai dit au gars, j'ai dit, ah, c'est quoi cette marque-là? C'est Success? Non, non. Il dit, ouais, c'est une nouvelle marque, blablabla. Puis au moment de payer, j'ai pris des photos. Puis le gars, il est venu, il me dit, hey, tu peux pas prendre de photos. C'est pas légal. Moi, j'ai sorti, j'avais eu mon trademark, j'ai sorti mon papier. Je vais dire, excuse-moi, je vais te montrer qu'est-ce qui est pas légal. Moi, j'ai un trademark sur ça. Puis la prochaine fois que je reviens ici et je vois ça, c'est mes avocats qui vont te contacter, puis on va te mettre une poursuite. Le trademark est tellement large que les gens n'ont pas besoin de mettre mon logo tel quel sur un vêtement. Ça pourrait être écrit Success de n'importe quelle façon que ça serait débattable, que ça serait un infringement à mon trademark. Si les gens rentrent dans une section d'un magasin, puis que c'est ma section, OK? Puis il y a des chandails qui ne sont pas à moi dans cette section-là, qui c'est écrit Success, peu importe comment c'est écrit, et puis que les gens pensent que ça fait partie de mon brand, ou même pas besoin d'être dans ma section, ça pourrait être dans n'importe quel magasin. Si ça porte une confusion au fait que c'est mon brand, même si ça ne l'est pas vraiment, ça devient un infringement, puis c'est ça qu'on peut prouver en cours. Donc, le trademark est super, super large, puis c'est pour ça qu'il est difficile à avoir. Si vous faites un chandail écrit « Just Do It », peu importe la façon que vous l'écrivez, même s'il n'y a pas de logo Nike dessus, vous êtes en infringement au trademark de Nike. Puis Nike niaise pas là-dessus. Je connais du monde qui se sont fait pogner pour du bootleg, puis ça coûte cher, là. Et puis le dernier, c'est le patent. Souvent, on voit, quand on achète des produits, on voit souvent patent pending. Patent pending, c'est qu'ils sont en dépôt de patent. Patent, c'est pour protéger une technologie ou un processus d'ingénierie la plupart du temps. Donc, vous faites un produit que vous avez développé, puis il y a un certain mécanisme que vous avez vraiment inventé qui est révolutionnaire. Je prendrais par exemple, vous connaissez l'effaceur magique de Monsieur Net, right? L'effaceur magique de Monsieur Net, comment ça se fait que personne d'autre est capable de faire un effaceur magique d'une marque compétitrice? C'est parce qu'il y a un patent dans cette éponge-là. Okay? La technologie est dans la façon que l'éponge est faite, la matière, les trous, le produit qui est à l'intérieur. C'est pour ça que tout le monde achète l'effaceur magique. Il n'y a pas d'alternative à ça. Ils ont un patent à travers ça. Puis, si vous déposez un patent puis qui n'est pas encore accepté, c'est là que c'est patent pending. Souvent, quand ils passent au dragon ou dans les Shark Tank ou toutes les émissions d'entrepreneurship où est-ce que le monde investit, ils vont souvent vous demander qu'est-ce qui vous appartient. Parce que si ça ne vous appartient pas, tout le monde peut le faire, tout le monde peut vous copier. Donc, le patent pending couvre une technologie ou une ingénierie. Le trademark couvre un logo, une phrase ou un symbole ou un mot des fois. Le copyright couvre le droit de copier, puis le droit d'auteur couvre vos droits en tant que créateur. Donc, ça couvre un petit peu la section propriété intellectuelle. Une fois qu'on a couvert cette partie-là, puis qu'on a réussi à avoir la propriété intellectuelle à notre nom, bien là, le chemin est libre, puis on peut foncer de l'avant sans que personne rentre dans votre chemin. Puis quand ça rentre dans votre chemin, c'est quand même facile de les tasser du chemin. Moi, je suis un gars quand même gentil. Je ne montre pas tout de suite mes dents, tout de suite en partant. J'y écris, j'y expliqué, bon, je comprends ce que tu veux faire, mais tu peux pas vraiment faire ça. Ce que j'y ai fait, j'ai envoyé un package à son adresse avec un de mes chandails. J'ai dit, tiens, je te donne un cadeau tout de suite. Je te donne un de mes t-shirts. Je vais juste te montrer ce que je fais. Je te mets également une copie de mon trademark, puis je te mets tout de suite une lettre légale comme quoi que il faut que tu arrêtes tes opérations tout de suite. Il ne se passera rien si je ne vois plus de chandail Success de ta part. Mais si on en revoit sur le marché, l'autre lettre qui va suivre, ça va être une lettre de mes avocats. Donc, je donne toujours une chance aux runners parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Puis
Moi, il y a déjà il y a un brand de Montréal que je ne vais pas nommer, qui m'a poursuivi, qui a essayé de me poursuivre sans me donner de préavis. Puis moi, j'ai détesté ça. J'avais fait un chandail, qui était écrit quelque chose de similaire à lui. Il a décidé de me poursuivre directement. Je l'ai rencontré, j'ai même offert de l'argent, puis il a refusé. Il voulait absolument continuer la poursuite. Lui, ce qu'il ne connaissait pas, c'était la différence entre les quatre sortes de propriété intellectuelle. Donc, il y avait juste un copyright. Moi, je n'ai pas copié son logo. Donc, ça ne tenait pas en cours. Mes avocats, j'ai engagé des très, très bons avocats de Toronto qui défendent BMW puis Lego. Donc, on est revenu à la charge plus agressive contre cette personne-là parce que j'ai donné une chance. Lui, il ne m'a pas donné de chance. J'ai donné une chance. J'ai dit, regarde, tu aurais pu m'appeler, puis on aurait pu s'en parler. Tu as décidé d'aller tout de suite par la voie légale. Moi, je te donne une chance. Je t'ai offert un chèque. J'ai mis un chèque sur la table. J'ai dit, on arrête ça là, prends le chèque. Puis moi, je continue à vendre mes chandails. Il n'a pas voulu. Il voulait continuer les procédures. J'ai dit, OK, je reprends mon chèque. Je quadruple mon budget qu'il y a sur le site. Puis je vais m'engager du monde. Puis on va venir te faire peur. C'est ça que tu veux? Tu veux me faire peur? J'ai dit, moi, j'ai les moyens. Puis j'ai des avocats pour te faire peur. On est revenu à la charge 3 fois plus fort. Puis finalement, nous, on a déposé une poursuite envers lui plus forte que la sienne. Puis ses avocats, quand ils ont vu de quel bureau que ça venait de Toronto, puis quelle firme qui me représentait, ils ont back out. Ils ont eu peur. Ils savaient tout de suite qu'ils voulaient juste faire un bluff puis faire un front envers leur petit copyright qui vaut pas de la merde. Mais moi, j'ai un trademark qui est comme une coche plus haut. Donc, c'est juste ça pour vous dire que la propriété intellectuelle, la valeur, elle est vraiment là. Puis, dans le passé, j'ai eu plusieurs occasions de fusionner avec des grandes compagnies de vêtements. Puis, les premières clauses qui veulent toujours s'arracher, c'était mon trademark. Ma propriété intellectuelle, c'est là qu'ils voulaient se l'arracher. Aucune offre sur la table ne prenait pas considération du fait de mon IP. Il fallait que je le transfère à un certain point dans leur compagnie. Donc, c'est là qu'on voit la valeur. Si je veux vendre ma compagnie demain, ce qu'ils vont acheter, là, c'est le intellectual property. C'est pas mes vêtements, là. Une fois qu'on a tout mis ça sur la table, la troisième grande étape pour se lancer en affaires, ça va être le financement. Pour se lancer en business, on a couvert les idées, on a couvert la propriété intellectuelle. Maintenant, ça prend du cash pour se lancer en affaires. Que votre entreprise soit petite ou grosse, ça prend un peu d'argent, puis ça va en prendre de plus en plus dans votre croissance. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'argent puis de se faire financer. Je vais en énumérer quelques-unes tout de suite, puis on va rentrer quand même assez en surface pour ne pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est un sujet quand même complexe, puis on va pouvoir faire un podcast complet sur le financement plus tard. Donc, c'est possible d'avoir des prêts personnels ou du love money. On peut avoir des prêts privés. On peut avoir des prêts institutionnels. On peut avoir des prêts à travers la dilution par des investisseurs. Et puis, on peut avoir des prêts, mais pas nécessairement des prêts, mais avoir du financement à travers la bourse. Si vous décidez que votre entreprise est rendue assez grosse puis vous voulez aller public, vous pouvez faire de la dilution pour vendre des stocks. Les stocks, c'est ça. C'est une sorte de financement. Donc, pour revenir au premier, c'est quoi? Personnel, love money. Prêt personnel, là, quand on commence, vous pouvez demander aux gens autour de vous, est-ce que vos parents ont de l'argent? Est-ce que vos amis ont de l'argent? Ça, c'est du love money. C'est de l'argent qui est accessible à un premier niveau sans vraiment demander d'effort. Puis souvent, les gens dans votre famille, ils vont être prêts à vous prêter de l'argent s'ils croient en votre entreprise sans intérêt. C'est ça qui est intéressant du love money. Il est possible aussi d'avoir des prêts personnels à votre nom à la banque. Vous n'êtes pas obligé de faire un prêt d'entreprise, ça n'en prend pas beaucoup. Par exemple, vous avez un bon crédit, vous avez toujours été un bon payeur, vous avez une marge de crédit personnelle ou vous avez une bonne marge sur votre carte de crédit personnelle. C'est possible d'utiliser cet argent-là pour vous lancer en entreprise.
C'est super important d'avoir un bon crédit pour ça. Puis on parlera dans un autre épisode de crédit, justement. Donc, c'est de l'argent qui est disponible à votre nom, que vous pouvez déployer dans votre projet. Ensuite, il y a des prêts privés. C'est quoi un prêt privé? Ce sont des prêteurs qui sont prêts à prendre de grands risques sur des prêts pas exorbitants, une couple de milliers de dollars, sont prêts à vous le prêter. Par contre, ils vont vous le prêter à un taux d'intérêt très, très cher. Donc, vous voulez partir une entreprise, puis pour une raison X, vous n'êtes pas capable d'avoir de prêt personnel ou de love money. Moi, dans mon cas, personne ne m'a donné d'argent, là. Il y a des prêteurs qui sont là, qui vont venir vous voir, puis vont vous dire, en fait, vous allez les voir, puis ils vont dire, OK, on va financer ton projet pour tant d'argent. Par exemple, tu vas nous donner un taux d'intérêt de 15 %. Donc, 15 % annuel. Donc, si on te passe, je dis par exemple un chiffre rond, 10 000 $, à toutes les années, tu vas nous redonner 1 500 de plus que ton prêt. Donc, non seulement il faut que tu rembourses ton 10 000, il faut que tu rembourses 1 500 de plus par année. C'est le downside. Donc, c'est soit tu n'as pas d'argent ou tu en prends, mais que ça te coûte quand même très cher. L'autre type de financement, vous êtes capable d'avoir des prêts institutionnels à travers des institutions. Il y a plusieurs types d'institutions. Les plus grandes qu'on connaît sont les banques. Les banques traditionnelles peuvent vous financer soit, comme je disais tantôt, personnel ou côté affaires. Ce qu'ils vont vous demander, c'est un bon plan d'affaires. Ils veulent savoir pourquoi ils vous prêtent de l'argent, puis comment vous allez l'utiliser, puis surtout, qu'est-ce que vous allez faire avec. C'est pour ça que je vous donne en ce moment un petit peu le blueprint de comment écrire un bon plan d'affaires. Vous répondez à toutes les questions que soulève chacun des points en ce moment. Vous présentez ça à la banque. Puis si c'est bien construit, ils vont croire en votre projet parce que c'est bulletproof, ça fait du sens, l'étude de marché est bonne, le produit est bon, le price point est bon, le déploiement, le marketing, tout est planifié. Ils vont être plus game de vous prêter de l'argent. Le taux d'intérêt va être moins cher qu'un prêteur privé. Puis, vous allez être capable de développer une relation à votre banque à long terme. La personne qui se charge de vous, de votre compte, si elle voit que votre business est vraiment en train de croître puis que vous payez à temps, elle va être game de vous en passer plus au fur et à mesure que vous en avez besoin pour votre croissance. Il y a aussi des institutions qui sont... par exemple, vous êtes refusé à une banque traditionnelle. Il y a des institutions comme la BDC, la Banque du Canada. La Banque du Canada, c'est-tu Banque du Canada ou Banque de développement Canada? On dit tellement BDC que je ne me rappelle plus. Je pense que c'est Banque du Canada ou Banque de développement Canada. Eux autres, c'est une banque pour les business. Ils sont là pour appuyer les business. Donc, les banques sont quand même frileuses des fois avec les business. C'est quand même des risques. Puis, il y a des secteurs qui sont encore plus risqués. Par exemple, la restauration, les bars, tout ça. Donc, ils ne voudront pas vous prêter d'argent parce qu'ils n'aiment pas vraiment... Ils veulent être sûrs que leur argent revienne. Vous pouvez vous tourner vers la BDC, qu'eux autres, avec un bon plan d'affaires puis une bonne direction, ils vont vous en prêter de l'argent à des taux qui sont quand même similaires de ceux de la banque. Puis c'est vraiment, eux autres sont spécialisés pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe par la BDC pour partir leur entreprise, puis sont là aussi pour les croissances. Donc, une fois que vous êtes parti, mettons que vous l'avez parti sans eux, puis que là, vous avez une commande de fou de Costco qui rentre, vous devez acheter plus d'inventaire, louer un warehouse, engager du staff, avec un PO, donc un place order, vous avez une commande de Costco, vous êtes capable d'aller chercher du financement à la BDC puis de dire, regardez, j'ai une commande de Costco, j'ai besoin d'argent pour la livrer, est-ce que vous voulez m'épauler là-dedans? Puis ensuite, il y a des investisseurs. Vous voyez les shows Dragon, Shark Tank, tout ça. Les gens viennent puis ils offrent une dilution de leur compagnie. Donc, tout de suite, quand ils rentrent dans les Dragons, qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour, mon nom est Vinny Success. J'ai une compagnie qui s'appelle Success Clothing. Je vous offre, par exemple, 20 % de ma compagnie pour, je sais pas moi, 350 000. Donc, ça va faire une évaluation complète de votre compagnie. Puis les dragons, à travers votre pitch, puis vos chiffres de vente, puis tout ça, ils vont déterminer si l'évaluation est juste ou pas.
Puis s'ils aiment votre produit puis votre personnalité aussi, ils vont mettre de l'argent en échange d'un pourcentage. Donc, vous donnez une partie de votre compagnie en échange d'argent. Donc, comment que ça fonctionne, les évaluations? Si on prend des chiffrons, mettons que moi, ma compagnie, je rentre là et je dis, je vous donne 10% de ma compagnie pour 100 000 $. Donc, le dragon, contre un chèque de 100 000, il va avoir 10% de la compagnie. Donc, la compagnie, ce qu'elle vaut vraiment, c'est 10 fois plus que le 100 000 $. Donc, ça vaut 1 million. Comment est-ce que ça vaut 1 million? Bon, mais là, il y a plein de façons d'évaluer une compagnie, mais c'est principalement à travers la valeur de la compagnie, à travers ses assets. Donc, si la compagnie a de l'équipement, des usines, de l'immobilier, c'est à travers vos ventes aussi, votre croissance, les PO qui sont déjà dans le pipeline, donc les place orders, les commandes qui sont déjà traitées. Il y a plein de facteurs qui rentrent, mais c'est important de faire une bonne évaluation de votre compagnie avant de faire de la dilution parce que c'est là que le monde se plante le plus. Vous voyez tout le temps là quand ils rentrent chez Shark Tank ou puis qui ont des évaluations de Mongol, mais qui n'ont pas vraiment de plan, ou ils n'ont pas vraiment de vente, bien, tout le monde leur dit votre évaluation est off, ça ne nous intéresse pas. On pense que votre compagnie vaut 250 000 et non pas 1 million, basé sur ce que tu nous dis. Donc, une autre façon de diluer aussi, c'est quand tu es rendu à un niveau quand même très, très grand, c'est possible de go public sur le stock market. Donc, c'est la même chose que sur les dragons. C'est juste qu'on va offrir des shares de compagnie. Donc, je dis par exemple, on va prendre le même ratio que tantôt, mais on va l'augmenter de 100. Ma compagnie vaut 100 millions. OK, on va diluer 20% de notre compagnie. Donc, on va allouer 20 millions sur les 100 millions qu'on va donner au public. Le 20 millions, je dis grosso modo, pour un chiffron, on va les vendre 1 pièce par stock. Donc, il va y avoir 20 millions de personnes que la journée qu'on rentre public, donc on appelle ça un IPO, la journée qu'on rentre en bourse, IPO, c'est le Initial Position Offering. Je veux dire, moi, je les vends 1 pièce par stock. Donc, il va y avoir 20 millions de personnes qui vont pouvoir détenir un share de ma compagnie. Puis après ça, les gens ils vont se les échanger selon l'offre et la demande. Peut-être que le stock va se vendre 5 $, peut-être que le stock va se vendre 50 sous. C'est un autre sujet complet qu'on couvrira plus tard, les stocks, mais c'est vraiment l'offre et la demande. Mais moi, en tant que compagnie, j'ai collecté 20 millions au IPO. Donc, j'ai vendu 20 millions de shares à 1 pièce. Donc, moi, ma compagnie vient de se faire injecter d'un coup 20 millions pour ma croissance. Si j'ai besoin d'ouvrir une nouvelle usine, whatever, j'ai 20 millions tout de suite la journée qu'on va public. Ensuite, une fois qu'on a pris de l'argent, il faut comprendre que cet argent-là n'est pas à nous et qu'on paye de l'intérêt dessus. Donc, cet argent-là, il faut la rembourser. Peu importe la façon qu'on s'est fait financer, il faut faire un remboursement. Puis, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de décider c'est quoi votre stratégie de remboursement de ce prêt-là. Si tu as pris un prêt privé super, super haut taux d'intérêt, t'es mieux de le rembourser rapidement parce que toutes les années que tu ne payes pas ton prêt il augmente puis tu le dois encore plus. Puis plus ton taux d'intérêt est bas, plus que tu peux te permettre de le rembourser plus tranquillement, mais de garder tes profits pour faire de la réinjection de capital dans ton entreprise pour sa croissance. Donc, c'est quoi les différences? Bien, rembourser son prêt, c'est comme... Moi, je veux me débarrasser de ma dette le plus possible. Donc, je vais prendre la plupart de mes profits, puis je vais payer le prêteur rapidement. C'est bon dans un sens parce qu'on réduit notre dette rapidement, mais c'est pas bon parce que la compagnie garde moins d'argent dans ses propres coffres. Donc, elle a moins de capital puis de cash flow disponible pour faire de l'expansion. Puis, à l'inverse, il y a du monde qui préfère presque pas rembourser le prêt, donc vraiment payer le minimum, de garder le plus de cash flow dans ses coffres, puis de le réinjecter dans la compagnie en développement d'affaires, en marketing, en croissance, pour que la compagnie grossisse le plus rapidement possible.
Donc, c'est vraiment deux stratégies différentes. Est-ce qu'on veut grossir la compagnie le plus rapidement possible? Si oui, ça prend plus d'argent. Ou est-ce qu'on veut rembourser notre prêt le plus rapidement possible? Si oui, ça nous sort de l'argent. Mais les deux stratégies sont bonnes. Ça dépend vraiment de chaque situation. Puis il y a un range entre les deux stratégies aussi, là. Une fois que vous avez votre financement, ou c'est très important si vous vous lancez en affaires, pour opérer au Québec, il va falloir que vous alliez chercher un numéro NEQ, numéro d'entreprise Québec, pour pouvoir légalement opérer ici. Puis ensuite, il va falloir que vous alliez chercher vos numéros de TPS, TVQ pour charger de la taxe sur vos produits puis vos services. Donc, super important. Vous ne pouvez pas juste partir une business puis pas avoir de chiffres puis faire des factures pas légales ou travailler au noir, c'est pas possible non plus. Il faut donc allez chercher vos numéros de taxes, TPS, TVQ, allez chercher vos numéros d'entreprise Québec, puis allez faites ça de la bonne façon. Très important, quand vous chargez de la taxe, il faut vous rappeler que cette taxe-là, elle appartient au gouvernement. Okay? Si vous vendez un produit 100 $, les deux taxes combinées donnent environ 1,50 $, plus ou moins 15 %. Le 1,50 $, il ne vous appartient pas. À la fin de l'année, il faut le redonner au gouvernement, ou même plusieurs fois par année, dépendant de comment vous faites vos taxes. Il faut le mettre de côté pour le redonner. Une façon de offset ça, c'est d'offset nos dépenses qui ont servi à ça. Donc, si vous devez 1,50 $ en taxes, mais que pour faire cette vente de 100 $-là, vous avez investi 50 $. Donc, mettons, moi, je vends un hoodie 100 $ à un client, je collecte la taxe, je collecte 15 $ de taxe. Ce 15 $-là appartient au gouvernement. Mais si pour faire ce hoodie-là, il m'en a coûté 50, donc j'ai payé 7,50 $ de taxes sur la production, je suis capable de offset une grande partie du 7,50 $ de taxes sur le 15 $ que je dois. Donc, à la fin de l'année, les taxes que j'ai payées sur ma production, moins les taxes que j'ai collectées sur la vente, fait que j'en dois 7,50 $ au lieu de 15. Donc, vous pouvez parler à votre comptable pour ça. Puis, dans la question financement, une partie super importante, OK, ça va être votre question de votre gestion de cash flow puis votre burning rate. Combien d'argent rentre, combien d'argent sort, OK? Si votre burning rate, le pace auquel vous brûlez votre argent est plus grand, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, c'est pas bon. Donc, c'est possible aussi, parce que dans les étapes de croissance ou de démarrage, on a besoin de plus d'argent, puis il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. Donc, votre burning rate, vous devez l'ajuster en fonction de c'est quoi votre niveau de confort. Est-ce que s'il y a trop d'argent qui sort puis pas assez qui rentre, soit vous faites plus de ventes ou soit vous allez chercher plus de financement. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que l'entrée compense pour la sortie. Puis, c'est là que la gestion de cash flow devient super, super importante. Combien d'argent vous voulez garder dans vos coffres pour rouler l'entreprise? Si vous avez, par exemple, une business de service, ça va vous prendre du staff. Vu que vous ne vendez pas de produits, vous vendez du temps, vous vendez du talent, ça va vous prendre du staff. Que vous soyez un cabinet d'avocats ou une compagnie de ménage, ça prend du monde pour exécuter les tâches. Donc, vous avez un payroll qui est recurrent à toutes les semaines. Donc, ça vous prend un cash flow pour pouvoir payer ces gens-là. Sinon, ces gens-là, ils ne vont pas rester dans votre entreprise. Donc, c'est super important de gérer ça comme il faut. On close le chapitre de financement. On en parlera plus en détail dans un autre podcast. C'est quand même assez complexe. Maintenant, on va parler de production. Production, là, c'est quoi? Si vous êtes une entreprise de produits, c'est votre supply chain. Puis, si vous êtes une entreprise de services, votre production, c'est principalement vos employés. C'est qu'est-ce qui va être vendable. Donc, si on rentre dans les services, vous êtes, je reviens toujours à la compagnie de ménage pour faire un exemple simple, vous n'avez pas vraiment de production en tant que tel. Ce que vous déployez au quotidien, c'est vos employés, c'est eux qui vont aller faire du ménage dans les maisons, puis vous allez charger le temps qu'ils sont là, puis vous allez les payer ensuite. La marge de profit va être la différence entre ce que vous chargez aux clients versus ce que vous payez vos employés. Elle est là, votre marge de profit. C'est ça qui va build votre cash flow. Si vous êtes
une compagnie de produits. Par exemple, moi, je fais des vêtements. Ma production se retrouve dans mon supply chain. Donc, le supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement qui part du champ de coton. Dans le fond, le coton, c'est une plante qui part du champ de coton, qui se fait récolter, qui se fait transformer en vêtements, qui se fait couper, assembler, qui se fait printer, qui se ramasse dans mon warehouse, puis qui se retrouve en magasin. Et puis ensuite, du magasin, ça s'en va vers le client. Donc, ça, c'est le supply chain complet. Puis, de trouver des bons suppliers, c'est quand même compliqué. Moi, quand j'ai commencé, les réseaux sociaux puis tout n'étaient pas très forts. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve nos contacts nous-mêmes de bouche à oreille. Juste trouver quelqu'un qui printait des chandails puis qui faisait des broderies de casquettes, là, il y a 15 ans, c'était vraiment complexe. Là. Tu ne pouvais pas juste taper sur Facebook qui fait des t-shirts, pluguez-moi quelqu'un. Moi, là, j'ai passé par plein de OG là, du game des vieux, de la vieille, du temps de Chabanel. Puis j'ai passé à travers plein de vieux monsieur qui m'ont plugué avec du monde. Puis c'est comme ça que je me suis fait mon supply chain. Puis ensuite, quand j'étais rendu à un niveau d'expansion plus loin, il a fallu que je me tourne vers l'Asie. Puis là, l'Asie, c'est grand. Où est-ce que tu veux faire tes chandails? Premièrement, tu veux-tu les faire en Chine? Tu veux-tu les faire en Inde, au Pakistan? Juste choisir le pays, c'est déjà compliqué. Puis chaque pays a des forces. Par exemple, dans mon domaine, les pays comme l'Inde sont très, très forts en matières premières. C'est des grands producteurs de coton. Donc, les meilleurs cotons au monde sont souvent dans les pays comme l'Inde, le Pakistan. Mais ils sont moins forts en finition, parce que la main-d'œuvre est moins expérimentée, ils ont moins de machinerie. Si tu te tournes vers la Chine est 1 million de fois plus avancée technologiquement que ces pays-là. Donc, la main-d'œuvre est plus expérimentée, ils ont de la machinerie lourde, ils ont de la technologie, ils sont capables de faire beaucoup de choses techniques, comme au niveau des vêtements. Mais le downside de la Chine, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de matières premières. C'est un pays principalement basé sur la main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que la Chine est partout sur la planète en train d'ouvrir des mines. Donc, eux autres, pour faire des produits technologiques, ils ont besoin de métaux précieux pour faire des cellulaires, des choses comme ça. Il y a des mines partout à travers la planète. Même leur coton, des fois, les Chinois, ils n'ont pas de coton sur place, sont obligés de les acheter en Inde. Donc, c'est des choses à penser quand on cherche des gens fiables dans notre supply chain. Puis après ça, c'est de les trouver. Il faut faire des échantillons, il faut build des relationships. Avant de trouver mon factory que je suis confortable avec, que ce soit local ou en Asie, il faut que je fasse des tests, il faut que j'en essaye plusieurs. Puis avec le temps, tu en essayes 5, il y en a 2 que tu aimes, puis il y en a un que tu t'entends bien avec, mais c'est lui que tu vas faire affaire à long terme. Puis c'est super important de bâtir des bonnes relations avec ses fournisseurs. Vous voulez des fournisseurs qui vous aident à croître, à avoir de la croissance avec vous. Plus le fournisseur, si tu commences avec un fournisseur avec 300 chandails, puis qui se rend compte qu'à toutes les années, tu es rendu à 3 000, puis après ça à 10 000, puis après ça à 30 000, lui, il va vous appuyer dans cette croissance-là, puis éventuellement, il va vous donner du crédit. Il va vous donner des termes de paiement, donc vous n'aurez pas besoin de payer tout de suite lorsque vous faites la production. Quand vous rentrez avec juste 400-500 morceaux, il va vous dire « paye-moi upfront, puis je vais te shipper les vêtements une fois qu'ils vont être finis ». Quand tu es rendu à 30-40 000 morceaux, tu es capable d'y dire « fais les chandails, ship-moi-les, donne-moi le temps de les vendre, puis une fois qu'ils sont vendus, moi je te paye ». Puis c'est là la clé d'une bonne croissance, c'est d'avoir du crédit avec ses fournisseurs. Si vous n'êtes pas capable d'avoir de financement à la source au début, donc comme on parlait des banques tantôt, vous n'êtes pas capable d'avoir d'argent au début, vous êtes capable d'aller chercher du crédit à la fin. Puis d'une façon ou d'une autre, ça donne la même chose. Donc si vous payez le supplier plus tard, c'est la même chose que si vous aviez emprunté de l'argent plus tôt. Puis aussi une bonne relation avec un supplier, c'est d'avoir un bon quality control sur tes produits. Moi, j'ai passé à travers plusieurs factories. J'ai shifté de l'Inde au Pakistan, à la Chine, puis finalement, maintenant, je ramène ma production ici parce que j'aime avoir un contrôle de qualité supérieur.
Et puis, c'est super important parce qu'il y en a des fois qui t'en passent des petites vites. Moi, j'ai commandé comme 75 000 piastres de hoodies noirs parce que je savais que les hoodies noirs allaient tout le temps se vendre. Puis on était dans une période creuse où est-ce que il y avait une pénurie de coton. OK? Puis les brands qui existaient comme Gildan, All Star, puis tout ça, ils étaient à sec. OK? Ils étaient tout en train de... Il n'y avait plus de hoodies disponibles pendant à peu près 1 an et demi. OK? Puis c'était l'enfer. Fait que moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à la source. J'ai besoin de hoodies, je ne suis pas capable d'en acheter. Je vais les faire moi-même. J'ai commandé là, une tonne de hoodies, là, genre 15 palettes, genre 75 000 piastres. Il m'a fait un échantillon. Le hoodie était parfait. Un beau noir foncé. Quand j'ai reçu mes hoodies, les noirs étaient tous délavés, c'était tout fadé, c'était dégueulasse. Puis c'est là le quality control. Moi, j'étais tellement fâché. Puis c'était une erreur de ma part, une erreur que j'ai appris. J'ai fait confiance au gars. Le quality control était pas bon. Puis en plus, j'avais pas de terme. J'ai payé upfront. Puis c'est ça ma grande erreur. Si c'était arrivé comme ça, puis j'avais eu des termes, puis j'aurais pas encore payé la commande ou une partie de la commande, j'aurais pu les retourner ou dire, tu sais, comme je te paye pas, tu me donnes un crédit, c'est pas ce que j'ai commandé. Mais vu que j'avais tout payé, je me suis fait fourrer. Donc, le financement à la source, au supplier, super important. Il y a beaucoup de compagnies qui font leur croissance de cette façon-là. Tu fais confiance à la compagnie dans leurs produits. Eux, ils te font confiance que tu vas les payer. Donc, ils disent, tu fais quoi? Je sais que tu vas me payer, je te ship, tu me payeras plus tard. Mais continue à placer des commandes. Donc, ça couvre un petit peu l'étape de la production. Une fois qu'on a nos produits ou qu'on a bien seté nos services, ce qui est important, c'est la mise en marché. Put it on the market. It's called marketing. C'est ça du marketing. C'est comment on va le mettre sur le market. Donc, comment cibler sa clientèle cible? Bien savoir à qui qu'on parle pour pricer un produit comme il faut, pour donner un service adéquat à ce client-là, puis aussi bien comprendre les besoins du client et ses attentes pour fulfill ses attentes. Donc, grosso modo, un client, ça se résume en qui, quoi, comment, où et pourquoi. À qui tu parles? OK? Dans mon cas, je parle à des... Maintenant, mon brand s'adresse à des jeunes de 15 à 35 ans. J'ai élargi mon spectre un petit peu. Qui aspirent à devenir entrepreneurs, qui veulent être habillés non conventionnels, donc habillés un peu d'une façon streetwear. Puis, ils sont intéressés par la culture musicale, on va mettre urbaine, que ce soit de la musique électronique, hip-hop, trap, peu importe. Ils sont intéressés aussi par le monde automobile, le tuning, les voitures, les courses, puis tout ça. Puis, ils ont également quand même un bon parallèle avec, je dirais, les sports extrêmes, genre le skate, le snow, tous les sports extrêmes. Tu mets tout ça dans un melting pot. Ça, c'est mon qui et mon quoi. Il faut savoir à qui tu parles, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils consomment. Facebook devient un super bon outil dans ce cas-là parce que quand vous êtes sur Facebook, puis tout le monde le sait, vous donnez beaucoup de data sur vous-même, sur vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez, sur quoi vous cliquez. Puis quand tu es de l'autre côté de la médaille, puis tu payes Facebook puis Instagram pour placer des publicités, tu es capable de cibler du monde très, très précis en fonction de leur âge, leurs habitudes, leur location, location dans le sens de quelle ville qu'ils habitent, puis leurs intérêts aussi. OK? Ensuite, il y a plusieurs stratégies marketing différentes. C'est possible de payer des jeunes influenceurs qui vont aller parler à leur clientèle à coup de dizaines de milliers de followers puis de parler de vos produits. C'est une façon de faire. Il y a du marketing sauvage aussi qui est
C'est un petit peu la façon à l'ancienne de juste placarder de publicité partout. Parce qu'avant Internet, c'était quoi le marketing? C'était sauvage. Il n'y avait pas de targeting. Tu ne peux pas choisir ton monde. Vraiment, tu mettais mettons, on remonte dans les années 60, une publicité, ça se mettait sur le bord d'autoroute, sur un gros billboard. Ça se mettait à la radio au prime time ou à la télévision en prime time, ou ça se mettait dans les journaux, dans des gros bas de page. Tu ne pouvais pas cibler nécessairement qui roule sur l'autoroute voit ta pancarte, qui ouvre le journal, puis à la limite, qui écoute la radio. Donc, c'est un peu du marketing sauvage. On just put it out there, mais en le plus que tu peux. Moi, je ne suis pas un très grand fan de ça, surtout que maintenant, on a les outils pour cibler. J'aime mieux placer une publicité qui rejoint juste 3000 personnes, mais qui rejoint les 3000 bonnes personnes, qu'avoir un billboard ou d'avoir une publicité dans un journal à grand public qui parle à 100 000 personnes, mais que ces 100 000 personnes-là, c'est pas ma clientèle que je vise, ils vont pas acheter de Success de toute façon. Puis maintenant, ce qui est très efficace, puis ce qui est vraiment mis de l'avant maintenant, c'est le marketing émotionnel. Le marketing émotionnel, maintenant, on décide de vendre des émotions à la place de vendre des produits. Le end goal est de vendre des produits, mais à travers la façon de le mettre en marché, on vend de l'émotion. Si vous regardez là, les pubs à la télévision maintenant ou sur Internet, portez attention à combien de fois on voit le produit à vendre ou le service à vendre en tant que tel. Okay? Meilleur exemple, une annonce de voiture. Une annonce de voiture, maintenant, là, on ne parle plus de les qualités quantitatives de la voiture. Oh, la voiture a des roues de 18 pouces, système all-wheel drive, banc en cuir, moteur économique. On ne parle plus vraiment de ça. Les annonces de voiture là, sont smart, OK? Ils vont vous vendre de l'émotion. Mettons, prends par exemple Subaru. Subaru, leur branding là, est basé sur le outdoor, les activités extérieures, le camping, canot, tout ça. Ils vont vendre de l'aventure. Les annonces de Subaru, c'est tout le temps du monde qui s'en vont explorer en nature, passer du bon temps en famille, passer du temps de qualité au bord du chalet avec sa femme, ses enfants. Ils essaient de vous vendre une émotion. Volvo, leur branding, c'est de la sécurité. Okay? C'est du confort et de la sécurité. Volvo, c'est réputé pour être des voitures super sécuritaires. Puis, ils vont chercher une clientèle beaucoup plus âgée. Donc, Volvo, c'est quand tu regardes leurs annonces, là, tu te sens bien. Ils vous vendent vraiment le confort, ils vous vendent le sentiment de sécurité, comme quoi que vos enfants en arrière, ils sont protégés, puis qu'il y a des systèmes de sécurité en cas d'impact, puis toutes sortes d'affaires de même. Puis, par exemple, une annonce de BMW qui est vraiment axée, leur branding est axé sur la conduite sportive, vraiment l'émotion intense. Eux autres, dans leur publicité, ils mettent beaucoup, beaucoup d'émotions à vous donner des frissons. Tu entends des bruits de moteur, tu vois l'homme un peu dans sa trentaine, quarantaine, successful, qui sort du travail, puis qui conduit un peu sur une piste de course, puis qui vont vraiment chercher des émotions parce que leur client qui conduit une BMW va aller chercher ça. Donc, le marketing émotionnel, maintenant, c'est subtil, mais quand on y porte attention, c'est quand même flagrant. Par exemple, moi, dans ma compagnie, j'ai décidé d'utiliser le marketing émotionnel à travers le storytelling. Puis c'est là qu'on vient à ce que je disais, est-ce qu'on fait du storytelling ou on fait du product telling? Moi, c'est rare que dans mes publicités que je vous parle du vêtement en tant que tel. Ce hoodie fait de 80% de coton de première qualité avec un fit ajusté, broderie faite à Montréal. C'est rare que j'utilise cette approche-là. Je vais vous parler plus de storytelling, de mon histoire. Comment j'ai parti avec 36 chandails il y a 15 ans, puis que j'ai vendu du coffre de ma voiture. Je me promenais en métro aussi. Je faisais du porte-à-porte. Puis après ça, je suis rentré dans les magasins. Puis je me suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui.
toute cette histoire-là est construite pour raconter une histoire. Dans ce cas-ci, je raconte la mienne. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à fidéliser beaucoup de monde. Et puis c'est une stratégie que j'ai adoptée, je dirais, en milieu de chemin de carrière, parce qu'au début, justement, je trouvais que le product telling ne fonctionnait pas. Ça ne sert à rien de parler du vêtement, il n'y a pas d'effet différenciateur. C'est là qu'on revient tantôt. J'ai pas de... Qu'est-ce qui me différencie à travers les millions de brands de hoodies à 60$ qui existent? C'est pas tant la construction du hoodie en tant que tel. C'est ce qu'il y a, l'histoire qu'il y a derrière l'entreprise. Les gens achètent pas... Oui, ils achètent le vêtement, mais ils achètent surtout l'histoire. Puis je parle pas juste de la mienne, je parle en général. Quand les gens consomment maintenant, ils se renseignent sur qui supporte, c'est quoi la cause, qu'est-ce qui pousse, qui est derrière. Meilleur exemple, Patagonia. Patagonia, c'est des vêtements d'excursion quand même super chers. Mais les dirigeants puis la philosophie d'entreprise est très basée sur la conservation de la nature. Donc, ils alloquent beaucoup de budget annuel pour aider la nature, replanter des arbres, soutenir des causes importantes comme la déforestation, puis des trucs que les consommateurs qui sont pour ça, sont prêts à payer un premium price parce qu'ils savent que ça s'en va à la bonne place puis pour les bonnes causes. Donc, pour finir le chapitre sur le marketing, c'est quand même important de savoir comment quantifier tout ça. C'est bien beau mettre du marketing, il faut comprendre c'est quoi votre ROI, votre Return on Investment. Si je mets, par exemple, 10 000 $ dans une campagne de marketing, combien est-ce que ce 10 000-là va générer en vente? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. On veut faire des ventes, que ce soit un service ou un produit. On veut que le monde nous book du temps de service ou nous achète nos produits. Donc, votre ROI, votre Return on Investment, se calcule de plusieurs façons, mais sans investissement en marketing, il n'y a presque aucun Return on Investment. Je veux dire, il y a une limite à ce que le bouche à oreille peut faire. À un moment donné, il faut mettre de l'effort dans de la publicité. Une des deux key points à retenir lorsque vous voulez quantifier votre marketing, il y a deux choses importantes à retenir. C'est votre cost of acquisition puis votre cost of retargeting. Okay? C'est quoi le cost of acquisition? Le cost d'acquisition d'un nouveau client. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Success, combien ça va me coûter en marketing générer ma première vente auprès de cette personne-là? Okay? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Success, il faut que je dépense de l'argent pour attirer son attention, puis l'amener vers mon site pour le faire acheter un chandail. Le cost of acquisition est là. C'est celui qui coûte le plus cher, de convertir du monde vers ta business. T'sais, le cost of retargeting, c'est une fois que ce client-là est déjà client chez Success, qui a déjà acheté un ou deux produits, combien ça me coûte lui faire acheter plus de produits à toutes les collections? Ce cost-là est moins cher parce qu'on a déjà convaincu ce client-là que mon produit est bon, mon service est bon, l'histoire est bonne, le marketing est bon. Le client en a eu un bon ratio price point versus qualité. Il est déjà satisfait. Un client satisfait est plus facilement convaincable de redépenser de l'argent chez nous que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de nous. Donc, le cost of retargeting versus le cost of acquisition, c'est quelque chose à garder un œil dessus. Puis, rappelez-vous aussi qu'une fois qu'un client est chez nous, le cost de le reconvertir vers une autre marque coûte encore plus cher. Le meilleur exemple, c'est un client qui veut s'acheter un ordinateur. Il hésite entre un PC ou un Mac. Ou un téléphone. Il hésite entre un Android ou un iPhone. C'est deux écosystèmes différents. Une fois qu'avec tout le marketing que Apple déploie, disons qu'il décide de rentrer dans l'écosystème Apple, qui va avec un iPhone, c'est beaucoup plus probable que la journée qu'il va vouloir s'acheter un ordi, ce client-là va aller acheter un Mac. Il ne va pas retourner vers PC parce qu'il est déjà dans un écosystème linéaire entre les produits Apple. Donc, le cost of retargeting, elle va être moins cher de lui vendre plus de produits Apple, de lui vendre un Apple Watch après, lui vendre des AirPods,
que de le faire switcher à Samsung ensuite. Pour que Samsung vienne chercher ce client-là, son coût d'acquisition, qui est rendu un coût de conversion, et non plus, c'est un coût d'acquisition, mais plus un coût de conversion, va être extrêmement cher pour convertir le client Apple d'aller switcher vers Samsung puis s'acheter un PC. Donc, gardez ça en tête, puis gardez toujours le focus sur la mission. Marketing, c'est bien beau, là, on vend de la salade, tout le monde essaie de nous séduire, mais le end goal, c'est de générer des ventes. Donc, s'il n'y a pas de vente au bout, ben, c'est que votre stratégie marketing ne fonctionne pas. Soit vous avez target la mauvaise clientèle, soit vous avez target le mauvais marché, soit vous avez le mauvais price point, soit vous êtes dans la mauvaise ville carrément. Il y a des produits qui ne se vendent pas ici, qui pourraient aller à New York puis vendre à coût de millions. Un bon produit qui se vend bien, souvent, est une combinaison de tous ces facteurs-là. Tu as un bon produit qui marche, pricé à un prix raisonnable pour la clientèle que tu as ciblée. Tu englobes tout ça dans un marketing bien ciblé pour les gens à qui tu parles. Puis en plus, tu es à la bonne place, à la bonne ville. Puis tu mets tout ça ensemble. Souvent, c'est ça qui fait une formule gagnante. Puis on va entrer dans le dernier chapitre. Je sais qu'il y a beaucoup de stock, qu'on fait un survol quand même rapide. Mais on va closer avec le chapitre des ventes. There are no businesses without sales. Il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas de vente. Vous avez beau créer tout ça, si vous ne vendez rien, c'est qu'il y a quelque chose dans toute cette chaîne-là qui ne fonctionne pas. Il y a plusieurs façons de faire des ventes. Okay? Si on parle, par exemple, de produits, les deux grandes avenues, c'est de faire du direct to customer. Donc, on appelle ça du B2C, business to customer, B2C. L'autre option, c'est de faire du B2B, business to business, de faire affaire avec d'autres entreprises qu'eux vont aller faire du B2C. Par exemple, dans mon cas de vêtements, un exemple de B2C serait d'aller vendre business to customer, direct to consumers. Je vais vendre directement aux clients à travers mon site Internet. Mon site Internet est une plateforme qui est accessible aux clients 24 heures sur 24. D'ailleurs, si vous voulez supporter, wegotsuccess.com. J'ai plein de vêtements là-dessus. Donc, ma plateforme est une plateforme B2C. Okay? Il y a plus de marge à faire dans du B2C parce qu'on le vend directement au prix. Si mes hoodies doivent se vendre 60 $, moi, je vends le hoodie 60 $. Les gens me payent 60 $, je ship le hoodie, ils le reçoivent. Un exemple de B2B, ça serait de moi vendre à un magasin, le magasin vendre à un client. Ça fait un intermédiaire de plus. Le magasin va prendre sa cote. Ça ne change rien au client. Le client paye quand même 60 $ le hoodie. Par exemple, ce qui change dans la chaîne de vente, c'est que le magasin, la plupart du temps, en tout cas dans mon industrie, se prend une cote de minimum la moitié. Donc, on appelle ça Keystone. Donc, au minimum, sur un hoodie de 60 $, le magasin va prendre 30 $. Mais il y a plein de magasins qui demandent plus que la moitié. Des fois, on va se ramasser avec le magasin prendre 35 $, puis le fournisseur prend 25 aussi. C'est très possible, là. Donc, ça, c'est un parfait exemple de B2B. Ça s'appelle la vente en gros, du wholesale. Wholesale, de tout le retail business, là, quand vous rentrez dans un magasin, sauf les flagships, c'est du wholesale. Vous allez chez Costco, chez Walmart, vous payez un article 10 $, Walmart l'a probablement acheté 5 ou même 3 $ à la personne. Parce que Walmart ont tellement un gros pouvoir d'achat, les autres, ils négocient plus tête. Si vous rentrez dans un magasin flagship, ça, c'est différent. Un magasin flagship, ça serait, par exemple, moi, je vends du Success dans une boutique Success. Bon, bien ça, c'est un modèle de retail qui est B2C. C'est le même équivalent que d'avoir un site web, c'est juste que j'ai pignon sur rue. Donc, des magasins Nike qui vendent du Nike, des magasins North Face qui vendent du North Face, magasins Chanel qui vendent du Chanel. Ça, c'est des flagships. Il n'y a pas nécessairement de wholesale parce que le produit qui est dans les tablettes leur appartient.
le magasin leur appartient, ça s'en va directement au bureau chef de Nike, par exemple. Quand on fait du wholesale, la gestion de cash flow est super importante. Si vous voulez lancer là-dedans, il faut que vous compreniez que c'est pas tout le monde, en fait, presque personne va vous payer d'avance votre stock. Okay? Si vous êtes nouveau et vous voulez donner une chance de rentrer dans le marché, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je laissais les choses en consignment, en consignation. J'étais un brand, personne ne me connaissait, j'avais pas beaucoup de notoriété. Bien, j'allais approcher des magasins et je disais, je te laisse des chandails, OK? Tu vas pouvoir te faire la moitié en cote, paye-moi juste quand tu les vends au fur et à mesure. Donc, le magasin, lui, il n'a rien à perdre, il ne prend aucun risque. Il est comme, tu sais quoi, je vais le faire, je vais mettre tes hoodies à 60 dans mon magasin, puis si après une semaine, il en vend juste un, il dit, viens chercher ton 30$. S'il n'en vend aucun, il ne me paye pas. Le magasin, il n'a rien à perdre. Il y a déjà du pied carré, lui, il faut qu'il le remplisse. Ça, c'est au début. Le risque là-dedans, c'est que toi, tu lockes ton investissement, ton cash flow, tu finances les ventes de ce magasin-là. Donc, si toi, ça te coûte, je sais pas moi, 10 000 $, puis tu places tout en consignation dans les magasins, tu déploies 10 000 $ dans le market, puis tu attends. Tu n'es même pas garanti que ce 10 000 $-là va te revenir. Ça se peut qu'ils ne vendent pas. Okay? Ça se peut qu'ils fassent faillite. Ça se peut que tu te fasses crosser. C'est super important de savoir à qui qu'on déploie notre argent lorsqu'on fait du consignment. La plupart des magasins, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les chaînes, quand tu es rendu assez établi, moi, je suis arrivé à un certain point où est-ce que je dis, moi, je ne veux pas consigner l'argent que je te mets dans ton magasin. Moi, je veux être garanti qu'il me revienne. Si le hoodie est 60, moi, je veux être garanti que tu me payes 30 $. Les magasins, ils disent, OK, on va te le payer. On va te le payer dans 60 jours, des fois 90 jours. C'est ça que ça veut dire quand que vous voyez à côté des termes de paiement, net 30, net 60, net 90, ça veut dire qu'ils vont te payer net dans 30, 60 ou 90 jours. Des fois 120 même, depuis le COVID, je vois ça arriver. Donc, moi, je prends la chance mais c'est pas vraiment une chance. En fait, il n'y a plus vraiment de risque. Moi, je suis garanti, à cause que j'ai un PO, je suis garanti de me faire payer dans X nombre de jours, disons 60. Par exemple, le downside de ça, c'est que c'est long se faire payer en 60 jours. Moi, la journée que je délivre mon produit, j'ai mon chèque juste 60 jours après. Mais pour produire ces vêtements-là, j'ai payé mes vêtements au moins 30 à 45 jours avant la livraison. Disons que pour raison X, ça me prend 30 jours pour produire des vêtements. Fait que la journée que je sors mon argent pour printer des chandails, 30 jours après, je les livre. 60 jours après, je me fais payer. Ça fait un écart de 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai pas d'argent qui rentre. Donc là, la gestion de cash flow qu'on parlait tantôt devient super importante parce que vous ne voulez pas être à sec pendant ces 3 mois-là. Parce que pendant ces 3 mois-là, vous devez continuer à faire de la croissance, vous devez continuer à vendre des produits, vous avez des payrolls si vous faites du service. Il faut continuer à bâtir notre entreprise en ayant notre argent investi ailleurs qu'est dans les magasins, même si on décide qu'on va faire du wholesale puis qu'ils nous ont garanti qu'ils allaient nous payer. C'est le creux entre le moment qu'on sort notre argent et le moment qu'on se fait payer qui drive beaucoup de business sur le bord du gouffre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies qui préfèrent maintenant le B2C. On investit dans notre stock nous-mêmes, puis on le vend sur Internet ou dans nos magasins nous-mêmes. On garde une plus grosse cote, pas besoin de donner 30$ à un magasin. Puis en plus, on se fait payer au moment de la transaction. Si quelqu'un achète un hoodie sur le site aujourd'hui, moi je reçois mon argent demain, pas dans 60 jours. Le downside de faire du B2C, c'est que tu as un reach moins large. Donc, rentrer dans une chaîne de magasins, que peu importe ce que c'est, que ce soit... peu importe. Le plus gros, mettons, c'est Costco. Tu rentres chez Costco, tu viens de t'ouvrir, je sais pas moi, ils te font un test, 5000 magasins pour eux. C'est un test. Tu viens d'ouvrir 5000 magasins d'une shot. Toi, combien que tu peux vendre toi-même avec juste tes propres magasins ou juste ton site web ne se compare pas au volume que Costco peut te donner. Donc, Costco, ils vont tellement te négocier serré, tes marges vont être petites. Peut-être que je vais me faire juste 2$ par hoodie au lieu de m'en faire 20. Sauf que 2$ par hoodie, s'ils t'en prennent 100,
puis fois 5000 magasins, ben, tu es rendu à 500 000 hoodies vendus. J'aime peut-être mieux faire 500 000 fois 2 piastres que vendre 500 hoodies puis faire 20 piastres. Tu comprends? Donc, c'est des modèles d'affaires différents, puis il faut savoir dans quelle ligne vous voulez vous diriger au niveau des ventes. Si vous allez au direct to B2C, direct to consumers, ben, faut que vous avez un petit peu moins de stress au niveau de votre cost. Mais si vous allez au B2B, vous faites du wholesale, il faut que vous teniez en compte que votre produit doit être costé en fonction qu'il va être vendu au plus cher, moitié prix de ce que le client va payer. Donc, par exemple, le hoodie, 60 $. Si je le vends au magasin 30, il ne faut pas que mon hoodie me coûte 30. T'sais? S'il me coûte 30 puis je le vends 30, je ne fais pas une scène. Donc, si je le vends à mon client direct to consumer, 60, ça me dérange un petit peu moins que mon hoodie me coûte 30 parce que je le vends 30. Vous voyez la différence? Donc, il faut pricer en fonction du prix de vente. Puis, vous allez tout établir votre structure du supply chain en fonction de ça. Puis, dernier point sur les ventes, pour ne pas se faire crosser, il est possible d'assurer ses ventes aussi. Si vous shippez à une grosse chaîne de magasins, puis vous voulez être sûr que vous n'allez pas vous faire crosser, vous pouvez engager une compagnie qui va assurer les ventes. Comment ça fonctionne? C'est ils vont vous charger un pourcentage de la vente. Donc, je ne sais pas, moi je dis par exemple, je dis un chiffre comme ça, 5%. 3 à 5%, mettons. On va aller au plus cher, 5%. Vous faites une vente de 100 000. OK? La compagnie va vous charger 5%, donc 5 000 $. Mais elle va vous garantir que même si le client fait un défaut de paiement, vous allez le faire payer. Comment ça fonctionne? La compagnie d'assurance s'assure de collecter la compagnie, puis c'est elle qui vous paie en défaut de paiement s'il se passe quelque chose. Donc, mais par exemple, eux, ils vont faire une sélection très sélective de qui vont assurer. Ils vont faire des credit checks sur les compagnies, ils vont faire des background checks. Une grosse compagnie bien établie qui paye leur compte à temps, ils vont dire, OK, on a un bon credit score sur cette compagnie-là, on est prêt à prendre le risque d'assurer ta commande. Ship-la, on va te charger 5%. Si jamais cette compagnie-là ne te paye pas, nous, on va te payer puis on va s'arranger avec eux autres. Parce que de toute façon, cette compagnie-là est réputée pour bien payer, donc c'est pas grave. Moi, à chaque fois que je me suis fait fourrer, là, puis que les gens ne me payaient pas, c'était des petites compagnies. C'était des gens, des petites PME, où est-ce que les autres, ils ont décidé qu'un jour, soit ils faisaient faillite, ils ne me le disaient pas, donc le stock, il disparaissait, ou ils gardaient le stock, puis ils ne me payaient pas. Puis là, ces compagnies-là ne passent pas le credit test de ces compagnies d'assurance-là. Donc, si je ship à un magasin, puis c'est une nouvelle boutique avec pas d'historique de crédit, et puis que la personne qui a parti cette compagnie-là n'a pas un super bon credit score, bien, la compagnie d'assurance, on va dire, nous, on n'assure pas cette vente-là. Donc, tu peux shipper si tu veux, ça sera tes propres risques et périls. Si tu ne te fais pas payer, c'est ton problème, mais nous, on n'embarque pas là-dedans parce qu'on trouve que c'est trop risqué. Donc, eux vont décider c'est quoi la gestion de risque de tes ventes. Puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où est-ce que je me suis fait fourrer puis je me suis jamais fait payer. Fait qu'après ça, il faut que tu tombes dans un processus de collection, puis là, c'est compliqué. Moi, j'ai fait affaire avec des compagnies qui sont allées chercher mon argent. Ils m'ont chargé 20%. C'est cher, là. Tu vois, 20%, là, pense-y, là. C'est comme, ils vont te chercher 100$, ils gardent 20$. Ils vont te chercher 1000$, ils gardent 200$. Mais cette compagnie-là a toujours réussi à aller chercher mon argent. Je ne sais pas comment ils font pour aller chercher l'argent. C'est légal, c'est des compagnies de recouvrement, tout est légal, mais ils ont des moyens pour aller s'assurer que tu te fais payer. Ça, c'est dans le pire des scénarios. Puis des fois, ils ne sont pas capables de recouvrir le paiement non plus, puis tu as juste perdu ton argent. Donc, c'est ça le risque de faire des ventes B2B, mais en même temps, le upside de ça, c'est que tu peux ouvrir plein de portes. C'est bien plus facile. Pour moi, à mon pic, je vendais Success dans à peu près 40 magasins en même temps à travers le monde. J'avais des magasins partout au Québec,
Toronto, Vancouver, Saskatchewan, New York, Las Vegas. J'avais des points de vente, 2 points à Paris, Tokyo, Pays-Bas, Australie. Tu sais, j'avais déployé mon argent partout. Mon erreur, c'est que j'avais pas fait assurer mes ventes. Puis souvent, des ventes internationales, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pas tout le monde qui m'a payé. Mais c'est plus le upside, c'est que mon brand s'est retrouvé partout en même temps. Ça aurait été très difficile pour moi de m'ouvrir l'équivalent de tout ça en boutique Success de ma propre poche. Donc, ça va wrapper un petit peu le chapitre de lancement d'entreprise. J'ai passé au travers quand même rapidement et en surface parce qu'il y a beaucoup de stock. On va revenir dans d'autres podcasts pour vraiment aller plus en profondeur. Je pense que ça donne une bonne idée du blueprint pour se lancer en affaires. C'est peut-être pas le blueprint parfait. C'est mon blueprint à moi. C'est comment que moi j'ai vu ça. Comment que j'ai appris. Je vous ai résumé en à peu près 1h30 ce que j'ai appris en 15 ans. J'espère que ça va vous aider. Moi, je le fais vraiment pour vous. Toute cette information-là, je vous la donne gratuitement en espérant que vous vous lancez en entreprise. L'entrepreneuriat a vraiment sauvé ma vie. Elle m'a amené d'un point bas de ma vie à un point haut. Puis, j'aimerais ça que les gens puissent en profiter, se lancer en affaires. Dans l'autre podcast, je disais investissez en vous-même en premier, puis tout de suite après, investissez dans votre propre business. Avant de mettre de l'argent dans les business des autres, comme les stocks, tout ça, mettez de l'argent dans votre propre business, vos propres créations. Elle est là, la valeur, parce que vous êtes vraiment en contrôle de votre propre bateau. Si la compagnie va bien, c'est de votre faute. Si la compagnie va mal, c'est de votre faute. Quand vous mettez de l'argent, plus tard, on va en parler, quand vous serez rendu là en tant qu'investisseur, quand vous mettez de l'argent dans les stock markets, vous investissez dans d'autres compagnies. Vous êtes juste là à regarder le film. Vous n'êtes plus dans le bateau, vous n'êtes plus dans le film. Si la compagnie va mal, vous n'avez rien fait, puis vous ne pouvez rien faire à propos de ça. Tandis que quand c'est votre propre compagnie, vous êtes vraiment the master of your own destiny. J'ai amené un livre ici. Je me suis dit que on va partir un Success Book Club. On va parler de livres. À chaque épisode, je vais parler d'un livre. Je vais vouloir que vous me parlez de vos livres aussi. Un livre que j'ai lu quand même assez tôt dans ma carrière, c'est ce livre-là. Ça s'appelle Unlabel par Mark Ecko. C'est un livre qui est directement relié à mon industrie à moi, le vêtement. Ecko Unlimited, une des marques urbaines les plus grandes, les plus successful qui a jamais existé, est allé de petit à des multi-millions de dollars à presque zéro. Donc, elle a vraiment fait ça, puis elle est redescendue à ça. Puis, c'est important de lire les erreurs. Il explique un petit peu les bons coups et les mauvais coups qu'il a fait là-dedans, les erreurs qu'il a faites pour ne pas les répéter. On apprend des bons coups, mais on apprend encore plus des erreurs des gens, puis encore plus de nos propres erreurs. Donc, je vous le recommande. Selling You Without Selling Out, le livre de Mark Ecko qui raconte un petit peu son trajet à travers là-dedans. Puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais continuer à faire des podcasts pour vous. Ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais ça me fait plaisir de le faire. Je le fais gratuitement. Si vous voulez supporter le podcast, une des meilleures façons, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Puis si vous avez aimé ça, j'aimerais vraiment vous demander une faveur. J'aimerais que vous partagiez mes vidéos. Le podcast qui est très récent, ça fait juste 2-3 podcasts que je fais, c'est pas très connu. Donc, le fait de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, ça va me permettre plus d'exposure. Plus de gens vont regarder, plus que moi, ça va motiver aussi d'en faire plus fréquemment. Puis, si vous voulez supporter financièrement le podcast, c'est possible d'aller sur le site wegotsuccess.com, d'acheter mes vêtements, utiliser le code CAMPUS, C-A-M-P-U-S. Ça va vous donner 10%. Ce code-là, il va être bon à l'infini, il va toujours être là. Donc, le CAMPUS, 10% off sur le site wegotsuccess.com. Donc, merci. On se voit à la prochaine. Puis, laissez-moi des commentaires en bas.
Ceux qui ne veulent pas regarder la version YouTube, ça va être également disponible sur Spotify. On a déjà une chaîne sur Spotify pour ceux qui préfèrent les versions audio. On va parler de business. On va également parler d'investissement très prochainement. J'ai un invité qui va venir vous parler d'hypothèque, comment investir dans votre premier logement, votre premier real estate investment. Puis j'espère qu'on se voit en plus grand nombre très bientôt.